Je suis un expert apprenant, pas sachant, et j'apprends toujours de vous. Donc tout ce que nous proposons, c'est simplement parce qu'on vous a beaucoup écouté, on a beaucoup écouté vos suggestions, vos observations, et c'est à partir de là qu'on a essayé de trouver des solutions, en ordre, disons, très structuré. Alors je voudrais juste faire un résumé. Avant d'attaquer les solutions, bien sûr, faire un petit point bilan de l'analyse de la situation en étant très court. Je retiens bien entendu ce qu'a dit Monsieur le ministre, à savoir que ce sont les dérives qu'il faut traiter en matière de prix, les augmentations illicites et disons anarchiques. Et ce point-là est tellement important puisqu'il y a eu une étude qui a été faite par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Et ce que l'on retient de cette étude, c'est que 70% des Ivoiriens ont pour première préoccupation la cherté de la vie. À ce moment-là, ça devient un problème national. C'est une problématique nationale qu'il faut traiter. Les points forts, d'une part, nous savons que dans cette analyse, c'est un peu les points faibles que j'ai dit, mais les points forts, la problématique de la cherté de la vie, elle est tout en haut de l'agenda du gouvernement. Ça, on le sait, c'est la priorité du gouvernement et c'est la préoccupation aussi première du gouvernement. Il y a l'engagement aussi du président de la République pour que 2014 soit l'année du social. Donc forcément, la prise en compte des meilleures conditions de vie des consommateurs. Il y a la revalorisation du SMIC et le déblocage aussi de certains salaires. Et puis, bien entendu, il y a la forte relance économique. Donc on est dans des très bonnes dispositions pour pouvoir réussir à améliorer les conditions de vie des consommateurs. C'est quand même de trouver des réponses concrètes, parce que tous les jours, les consommateurs se plaignent, hein, vous en êtes les exemples, tous les jours ça remonte, et ils ont l'impression qu'ils sont laissés un petit peu pour compte dans toutes ces dérives de prix. Et ça ne concerne pas, bien entendu, que les organes d'autorégulation qui font un travail fantastique, on vient de le voir, mais ça concerne le commerçant, les boutiques du quartier. Tous les jours, au quotidien, c'est ce ressenti-là qu'il faut arriver à traiter. Ici aussi aux 5000 cybercafés et 10 000 classes multimédia qui doivent être mis en place, et puis bien entendu à toutes les connexions portables web. Et ça va reposer sur l'offre et le service de 2 applications mobiles à utiliser par le consommateur et le citoyen lambda. Dans le cas de ces activités régulières d'acheteurs, d'usagers de services publics, de voyageurs, etc. Tous les jours, partout, avec toute la sécurité et la protection voulue. Pratiques commerciales frauduleuses et majoration illicite de prix qui impactent sur le pouvoir d'achat. On en donne quelques exemples: non-affichage des prix, raquettes routiers, majoration de prix, contrefaçon, etc. Donc tout ceci va être mis dans une application avec des sous-onglets pour la localisation des infractions par quartier, commune et par service administratif. Nous sommes en train de développer cette application. Et donc cette application va nous permettre d'avoir les remontées chaque jour dans certaines zones, dans toutes les zones d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire national, de toutes les infractions, disons, qui sont commises en matière de dérive de prix, mais accès et achat de passe pour consulter les offres promotionnelles qui sont offertes par des enseignes commerciales, la présentation d'offres promotionnelles magasins, la présentation des soldes, des études d'opinion aussi que l'on fera avec en appui à l'association des consommateurs et qui seront à la disposition, bien entendu, des industriels qui veulent mieux connaître la psychologie du consommateur, l'index et le répertoire de galeries. Enfin, nous mettrons tout cela à disposition, mais simplement, ça sera payant. Elle se fera sous la forme question-réponse. Nous avons, Monsieur le ministre, nous avons les 3 DG des autorités régaliennes qui s'occupent des secteurs très sensibles et très pertinents pour la vie du consommateur ivoirien. Ils sont assis devant vous, à votre disposition. Posez des questions directes, posez des questions concises. Ne tournez pas en rond, allez droit au but sans faux fuyant, parce qu'ils ont l'obligation de nous répondre également sans faux fuyant. Général de l'ARTCI, ma question vous concerne. La taxe supplémentaire de 3%, elle sert à quoi? Et comment justifier que ce soit nous, les consommateurs finaux, qui devons la supporter? Les questions vont dans l'auditoire. Il s'appelait Komwe et il avait sorti le plan Komwe. Il y a eu une série de prix qui avaient été fixés par le gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les consommateurs et les commerçants se sont plaints. On s'est retrouvé avec d'énormes pénuries sur le marché de produits et ça a capoté, il y a eu changement de gouvernement et tout ça. Donc c'est pour dire que déjà à cette période-là, la Côte d'Ivoire était mûre pour basculer au libéralisme. On n'est pas arrivé au libéralisme total par hasard.
c'est qu'à un moment, les commerçants ne trouvaient plus leur compte et on refusait tout simplement. Et on arrivait avec des pénuries importantes. Si jamais on s'aventure à ça, vous risquez d'avoir tout simplement des importateurs de riz qui ne vont plus importer de riz en disant nous on ne rentre pas dans votre marge, donc le marché ivoirien va se retrouver sans riz. Et là, c'est l'effet contraire auquel vous arrivez. La pénurie amène tout de suite une augmentation beaucoup plus importante. À la question, ne pensez pas que cette taxe de 3%, et puis je pense que le directeur général des impôts a aussi donné des réponses. Et puis celui qui nous posait la question n'a pas débilé, on a dit aujourd'hui il y aura des questions houleuses, bien entendu, et qu'on devra quand même donner des réponses. Et les 3% ne doivent pas s'appliquer aux consommateurs. Ça a été dit. Par contre, lorsqu'on fait une étude au niveau de la fiscalité des opérateurs mobiles dans près de 17 pays, on se rend compte que la Côte d'Ivoire occupe la 15e place. Ça veut dire qu'on est vraiment très proche de la moyenne. Donc, ce taux qu'on applique aujourd'hui, ce qu'on a utilisé sur les 3%, les 3% qu'on a introduits, en principe, c'est pour les opérateurs. Ils n'ont pas intérêt à le traduire en taxes supplémentaires pour vous, les consommateurs, qui déjà souffrent un peu trop. La réalité est tout autre. Voilà. Alors, vous avez vu aussi que lorsque cette annonce a été faite au départ, il y a un des opérateurs qui a modifié ses tarifs. Et après, il est revenu. Alors, donc, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne devrait pas s'appliquer aux consommateurs. Et si c'est le cas, c'est pourquoi vous avez tout ce mécanisme-là. Vous avez le droit de vous adresser à l'opérateur pour d'abord dire que vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est normal. Comme vous aussi, selon la saisie qu'on vous a présentée tout à l'heure, vous vous adressez à la RTCI par la suite pour que nous examinons avec eux les raisons. C'est ce que je peux vous donner comme réponse. D'accord, merci monsieur le DG. Dès lundi matin, vous aurez le mot. On n'entend pas. À 424 francs. Vous avez 228 francs qui servent donc à rémunérer le fermier, la SODECI. Vous avez 121 francs par mètre cube qui alimente un fonds qu'on appelle Fonds de développement de l'eau, qui sert donc à développer le secteur. Nous avons 41 francs qui alimente, 44 francs pardon, qui alimente un fonds qu'on appelle Fonds national de l'eau, donc ça sert à rembourser la dette du secteur, et puis 31 francs pour la TVA. Donc, si vous voulez, toutes ces taxes-là frappent toutes les tranches, sauf la tranche forfaitaire, qui est de 9 mètres cubes. Donc, si vous voulez, c'est un effort qui est déjà fait au niveau de l'État. C'est-à-dire que la tranche forfaitaire de 2500 n'est pas impactée par ces différentes taxes. Donc, je pense qu'il y a un gros effort qui est fait à ce niveau. Supprimer ça, ça voudrait dire que l'État lui-même va se trouver dans une situation de difficulté. Donc, ce que je disais dans mon exposé, aujourd'hui, le problème qu'on a dans le secteur de l'eau, ce n'est pas le prix de l'eau. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on déplace le débat. L'eau, aujourd'hui, n'est pas chère. Ça, il faut le dire. On vous donne une facture d'eau, vous devez la payer sur 3 mois. Ça, je pense qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est un peu la disponibilité même de cette ressource. Protéger le secteur réglementé. Je souhaite vivement que le secteur du logement soit réglementé. Quand vous mettez environ 60% de votre salaire dans le logement, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez plus manger. Et ça, c'est important. Quand on vous demande 10 mois d'avance, 10 mois de caution, véritablement, on est essoufflé. En ce qui concerne le directeur d'exploitation de la SODECI, on vient m'enlever mon compteur sous prétexte que ça ne consomme pas assez. Et l'agent qui vient le faire, il vient changer le compteur sans couper. Il remet le compteur, l'eau coule. Il me crée une panne. J'appelle la SODECI, on me fait venir un agent. Il me dit, si je ne répare, tu dois payer. Je dois te soumettre ma facture. Moi, je n'ai pas remis le compteur. Avant lui, ça ne coulait pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vient nous voler nos compteurs de SODECI? Est-ce que les gens techniques de la SODECI sont complices? Parce que ceux qui viennent voler les compteurs là, ils revendent ça quelque part.
À ma connaissance, c'est la SODECI qui vient passer nos compteurs. Et ces compteurs-là sont propriétés de la SODECI. Pourquoi les gens viennent nous voler les compteurs en masse et puis on a des problèmes de compteurs? Se trompe dans le numéro qu'il propose. Orange ou bien la maison de téléphonie encaisse l'argent. Je suis convaincu que c'est reversé à la CIO ou à la SODECI. Le client, lui, il se retrouve avec une facture impayée. Et il doit encore la repayer avec des pénalités. On a été à plusieurs fois rencontrer les directeurs de SODECI de nos communes et ils nous disent qu'il n'y a pas de protocole qui puisse régler cette situation. Donc on veut savoir ici, qu'est-ce qui doit être fait dans un tel cas? Que l'eau de Daloa n'a pas un très bon goût, n'a pas l'eau d'Abidjan. Ce qu'il faut dire, c'est que l'eau potable de Daloa est une eau qui est, elle est potable au sens de la consommation humaine, parce que nous faisons des analyses. Et la norme en Côte d'Ivoire, c'est que l'eau qui est produite doit respecter les normes OMS. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai dit dans mes propos que la production de l'eau, elle est de plusieurs natures. Des fois, on prend de l'eau souterraine, notamment au niveau d'Abidjan, où l'eau souterraine est une eau qui est déjà de bonne qualité. Elle est tout simplement un peu acide. Donc on la neutralise et on la distribue. Il peut être défaillant. Donc chaque fois qu'il est défaillant, nous sommes amenés à le changer. Donc chaque fois c'est pourquoi on ne le facture pas. On a répondu déjà à cette question. On ne le facture pas. Donc on peut le changer autant de fois chaque fois qu'on trouve que c'est défaillant, mais c'est pas facturé au consommateur. La preuve, Madame Koulibaly a pu se rendre compte que ça n'a pas influé ces factures. Donc on ne facture que vraiment ce qui est consommé. Donc permettez-nous encore, chers consommateurs, comme c'est un instrument de mesure, de le changer autant de fois qu'il est défaillant. Ce que nous prenons comme disposition, c'est quand même de vous informer, d'informer le consommateur pour dire votre compteur est défaillant, que nous allons le changer, mais on comptera toujours de vous facturer ce que vous avez consommé. Et monsieur, je ne sais pas son nom, si elles sont venues intervenir, nos collaborateurs sont venus intervenir et qu'ils ont généré une fuite, c'est à nous de réparer, sans qu'on ait à vous facturer quoi que ce soit. En ce sens-là, si vous n'êtes pas satisfait, donc d'abord nos agences des quartiers sont, donc ce qu'on appelle le secteur, sont à votre disposition, où on pourra bien vous répondre, et puis des recours les directeurs, et puis recours jusqu'à l'ONEP, et je pense que la suggestion donc de monsieur pas retenu son nom, mais d'inscrire ces informations de recours dans le contrat, c'est une bonne proposition qui peut être, on pense qu'on en tiendra compte. Du directeur d'exploitation de la SODECI, et suite à la question aussi, il y a la remarque faite par le consommateur sur le paiement électronique. Il faut dire que vous avez donné la bonne réponse, parce que vous avez un contrat qui vous lie à l'opérateur. Et ce contrat, si vous le lisez bien, vous allez voir que s'il y a une défaillance de ce type-là, c'est plutôt au banquier, donc vous qui avez ce contrat avec aussi le client, le consommateur, c'est vous qui devez plutôt régler ce contentieux-là. Parce que chez nous, au niveau de la TCI, il y a des directives qui nous sont données au niveau de l'UNOA qui disent qu'effectivement, dans ces cas, c'est plutôt le banquier qui est chargé de régler cette perte d'argent. Ça peut être pareil pour les transactions, toute transaction électronique. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit par rapport au tribunal du commerce, que toutes ces activités-là devaient aller au tribunal du commerce. Je voudrais rappeler que la RTCI est bientôt en arrêt, et peut-être demain l'ONEP, je ne sais pas. Nous sommes des sociétés administratives, des structures administratives indépendantes. Nous avons des pouvoirs quasi juridictionnels. Et nous réglons beaucoup de problèmes en première instance. Nous réglons d'abord en première instance. Et si vous n'êtes pas satisfait du résultat, alors vous allez à la cour d'appel. Donc c'est ce pouvoir-là qui vous protège aussi. Et donc je voudrais vous faire savoir cela. Donc on va communiquer largement sur tous ces mécanismes-là pour que vous puissiez en prendre aussi conscience. Je vous remercie. Merci, monsieur le DG. C'est que les questions sont là, vous voulez les poser.
mais nous avons un impératif de temps. Cela relève la nécessité d'un partenariat entre les autorités et les associations de consommateurs afin que nous délocalisions ce genre d'échange-là dans tous les secteurs où il y a une association de consommateurs, parce qu'il y a beaucoup de questions à poser. Les consommateurs ne sont pas informés. Il y a énormément de campagnes de sensibilisation à mener. Et j'espère que nos directeurs ici présents et monsieur le ministre travailleront avec l'UFCC, car cela fait partie... Ah, monsieur le ministre a une question. Je n'ai pas compris pourquoi des agents de l'OCPV pouvaient se pointer à des barrages routiers et lever un ticket, soi-disant qu'il levait le certificat de provenance. Tout comme je ne comprends pas qu'il y ait quelques barrages que ce soit pour vérifier les papiers et tout ça. Si vous allez aux États-Unis, vous allez traverser le pays, faire 3000 km d'est en ouest, sans jamais voir un barrage routier, sauf si c'est pour chasser un criminel poursuivi pour tel. Mais tel que nous le vivons ici et dans la sous-région, c'est que chez nous que l'on voit ça. Franchement, je pense que tous les consommateurs de Côte d'Ivoire doivent s'élever contre ça. C'est une pratique qui est illégale, purement et simplement, et qui majore considérablement les prix. Je le dis ici, tout à l'heure, quand j'avais mentionné le prix du sac de charbon à Sikansi, c'est un prix que l'on voit tripler, quadrupler, quintupler entre le départ et l'arrivée sur la place d'Abidjan, simplement à cause du racket. C'est 1500 francs par poste de barrage. C'est quand même considérable. Et le policier qui le pratique, quand il envoie sa femme au marché, il dit « Ah, mais ça a augmenté, pourquoi ?» Mais forcément. On ne pouvait pas nous-mêmes être des agents d'augmentation. Mais le certificat en question, M. Douka, est un certificat administratif. Donc depuis un certain temps, il fait défaut au niveau de l'OCPV. Donc vous avez parlé de l'information au bas des contrats et tout ça. J'ai présenté tout à l'heure au président national de l'Union des fédérations des consommateurs le projet de code de consommation que j'ai ici, qui est vraiment dense. Il y a beaucoup de commerçants. Il est bon de le savoir. Vous avez parlé aussi de mettre de l'ordre dans les associations de consommateurs. Il y en a une myriade qui ne savent pas de quoi on parle et qui s'expriment régulièrement. Désormais, quand ils vont s'exprimer, savoir où on référait à quoi. Et c'est un autre. Dedans, nous avons pris soin de dire que les cautions et arts sont sujets à intérêt. Pour ça, je vous le dis. Quand vous parlez du logement, quand on vous demandez X mois de loyer, ce n'est pas la propriété en caution, ce n'est pas la propriété du propriétaire. Ça demeure votre propriété et il doit vous la rendre à terme, majorer des intérêts, moins l'état des lieux qui aurait été fait d'un commun accord. Maintenant, je suis d'accord avec vous sur la réglementation par rapport au logement et au contrat de bail. Donc, ça fait partie des propositions que j'ai sur la table. Directeurs généraux, chers amis de la presse, chers amis consommateurs. En 2013, nous étions dans la commune de Port-Bouilly, à l'écoute des consommateurs de cette commune. En 2014, nous voilà ici réunis à ce panel qui est le prolongement de la journée d'hier où nous avons rencontré les consommateurs de la commune de Koumassi. Pour 2015, l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire se veut plus innovante, plus offensive. C'est pourquoi elle a décidé d'étaler la journée mondiale des droits des consommateurs sur une semaine entière dénommée SCCI 2015. La SCCI vient créer un cadre d'échange et de partage dans ces moments difficiles de sortie de crise avec son corollaire de difficultés que sont, entre autres, le chômage, la paupérisation des populations et j'en passe. Excusez-moi, mais je veux le faire.
On applaudit la présidente. Elle va concerner les universités de la consommation. Ce sont des journées qui serviront de prétexte pour dépoussiérer nos textes, en proposer, parler de nos difficultés, s'instruire sur nos droits et devoirs et interpeller les uns et les autres. C'est aussi une foire commerciale pour que les soldes aient un réel sens en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens puissent faire de bonnes affaires dans un partenariat gagnant-gagnant avec les entreprises de la place. Ensuite, nous avons une journée ou une nuit que nous avons dénommée la Journée mondiale des droits des consommateurs, qui renferme un dîner offert aux consommateurs et aux partenaires qui auront accompagné la fédération. Ce dîner verra aussi la distinction de la meilleure entreprise sociale, des journalistes amis des consommateurs et du consumérisme méconnu. Entendez par cela une personne anonyme qui aide le mouvement dans l'ombre. Entre les pouvoirs publics, les opérateurs économiques et les consommateurs. Les objectifs spécifiques, il y en aura plusieurs. Ça va être, entre autres, comme on l'a dit tout à l'heure, de faire de la période de solde une réalité en Côte d'Ivoire, de créer et institutionnaliser un marché périodique tous les ans où le consommateur pourrait faire de bonnes affaires, de faire le diagnostic du respect des droits et devoirs des consommateurs en Côte d'Ivoire, de faire l'état des lieux des textes existants, rapprocher les consommateurs des entreprises, contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs ivoiriens, contribuer à l'amélioration de la protection du consommateur ivoirien. Bien sûr, les organisations de consommateurs, les pouvoirs publics, les opérateurs économiques et le grand public. Alors, les atouts est d'échanger à travers une forte mobilisation des consommateurs par rapport, bien sûr, au sein de leurs différentes associations et fédérations de consommateurs. La SCCI, c'est aussi un partenariat institutionnel. Et là-dessus, je voudrais dire que le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME nous a déjà donné son accord pour nous accompagner sur ce projet. Alors, la SCCI, la Semaine du consommateur de Côte d'Ivoire, ça va être aussi des cours attractifs, des cours négociés pour permettre de profiter justement de cette période de solde. Afin que tous ceux qui y seront puissent être vus. Alors, pourquoi participer à la SCCI? Alors, 5 bonnes raisons, nous avons identifié 5 bonnes raisons d'y participer. De booster nos ventes, de booster les ventes pour les entreprises qui y seront, de présenter les nouveaux produits et échanger et prospecter des actions pour l'amélioration de la qualité de vie des consommateurs. Alors, pourquoi être partenaire de la SCCI? C'est contribuer à la relance économique, capitaliser sur un événement de haute portée, montrer son savoir-faire, participer au bien-être du consommateur, donc au bonheur de tous les Ivoiriens, car nous sommes tous consommateurs. Là-dessus, je voudrais vous remercier et nous vous attendons tous. Il y a un cocktail de clôture et après la cérémonie, les différentes autorités seront interviewées par tous les journalistes accrédités qui sont ici présents dans cette salle. J'appelle le président national de l'UFCCI, M. Jean-Baptiste Kofi, pour la remise des diplômes participants à ce projet. La réponse, ce n'était pas gagné d'avance. Mobiliser des autorités de ce niveau pendant toute une demi-journée, un week-end où on doit quand même au repos, il fallait essayer de le faire. Nous l'avons fait et j'espère que nous l'avons réussi. Donc, nous avons voulu quand même dire un merci particulier à ces autorités qui sont venues nous former, nous édifier. Et en guise de souvenir pour leur présence effective et leur participation effective à ce panel de haut niveau, nous avons décidé de leur donner un souvenir. C'est un parchemin que l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire va offrir à tous les intervenants, tous ceux qui ont animé ce panel pour leur